Voilà, de retour sur la libre antenne, c'est reparti, c'est la troisième partie, le sprint final. On est à la, tu sais que c'est comme aux Jeux Olympiques, la dernière épreuve, le banco final, celui qui gagne, il prend les 45 millions, il s'en va, on le verra plus. Voilà, donc il y a évidemment les questions. Alors, attends, juste deux mots pour conclure. Donc, il y a deux acceptions du terme de nation. C'est le terme donc germanique. Ouais, la notion, la notion ethnique. Est partagée par pratiquement tout le monde, puisque il y a eu la Société des Nations, puis les Nations Unies, et les États-nations. La nation recoupe les États, plus ou moins, et donc on a imposé la France, l'idéologie française venant de Montesquieu, la légalité, la formalité et la loi. Hein, donc la nation vue par la loi. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'histoire, là on a parlé de notre histoire, mais l'histoire de France est diverse et variée. Voilà. J'arrête de jaspiner. Alors, plusieurs questions. On me dit bonsoir à toutes et à tous. Ne pensez-vous pas que cette crise a été voulue pour permettre l'accélération de leur plan de mondialisation? Parce que dans le plan de mondialisation, il y a la destruction des nations. Ah bah évidemment. Donc est-ce que finalement, voilà, la question qui ou elle se pose, c'est est-ce que justement il n'y a pas là quelque part une accélération de cette mondialisation avec la crise des migrants, aujourd'hui ramener le chaos, et puis on voit ces pseudo-mouvements où on ne sait pas trop, politiques qui naissent, en tout cas qui essayent de catalyser la contestation, on ne sait pas trop pour la mener où, mais en tout cas qui essayent de la mener. Est-ce que tout ça, c'est pas une accélération finalement de cette destruction des nations? Absolument. Ça va avec la crise du capitalisme, et la crise du capitalisme l'amène à exacerber ces tendances. Hein? C'est toujours comme ça, quand on arrive à la fin, on exacerbe ces tendances. Et donc le capitaliste mondialiste exacerbe ces tendances, et évidemment se trouve en but aux idées nationales et à la nation. C'est l'obstacle principal. Donc le capitalisme va envoyer tous ses petits soldats contre la nation, et donc essayer de faire entendre que la nation c'est fasciste, hein, donc de ramener au nazisme et à la conception allemande de la nation pour pouvoir mieux dévaloriser la nation. La conclusion. Ah mince, la conclusion elle n'est pas passée apparemment. Là ? La conclusion. Il n'y a pas de son pour un moment. Bon. Alors, conclusion. Il y a deux notions de nation. Il y a deux notions de nation importantes. Donc, celle de l'idéologie allemande, qui est la notion ethnique. Donc, la communauté de langue, de culture et d'histoire, qui ne peut pas être physiquement la notion française, puisque ça n'existe pas, il n'y a ni communauté de langue, ni de culture, ni d'histoire, et que, par contre, nous avons amené une notion de nation politique en rassemblant
tous les peuples qui ont fait la France sous l'idée d'avoir une loi commune et un destin commun dans des frontières communes. Et c'est ce qui emmerde le plus nos mondialistes. Parce qu'ici, il s'agit d'une notion moderne, et donc ça leur permet de dénigrer le nationalisme et la nation, en présentant la nation comme étant l'aspect germanique de la nation, hein, en disant « mais oui, mais vous voyez que tout ça, ça peut pas marcher ». Mais non, la nation existe, la nation, c'est cette volonté commune d'être française, c'est d'abord un sentiment d'appartenance, et puis c'est aussi un sentiment d'être chez soi dans les frontières et de pouvoir nous-mêmes déterminer nos lois. Hein. La nation va avec la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans nation. Ça, c'est quelque chose qui est dur à comprendre pour justement les gauchistes, entre guillemets, bah oui, qui refusent cet argument, puisque pour eux, ils disent justement la démocratie on pourra dire, même s'exercer au sein de l'Union européenne, au sein justement de là où il n'y a plus de souveraineté. Oui, alors ils veulent redéfinir d'autres frontières. Très intéressant, parce que finalement on est obligé d'avoir des frontières. On est obligé d'avoir des frontières. Et donc, on va revenir à cette idée de frontière et de nation, et puis un peu édulcorer ma critique de la notion allemande de la nation, dans le sens où, si tu veux, dans la culture commune, nos lois sont issues de notre culture. Faut pas oublier. Hein. Donc, nos lois sont issues de notre culture, et que si tu amènes des gens d'autres cultures, ben, finalement, on va plus savoir quelle loi déterminer. Nos lois, c'est exactement ce qui est en train de se passer en France, d'ailleurs. Voilà, nos lois sont pas les mêmes que les l'acceptation des autres cultures, parce qu'on vit dans le multiculturalisme, donc on nous impose d'accepter les autres cultures. C'est ce qui fait qu'il y a on est obligé finalement d'adapter le corpus politique de ces lois à cette nouvelle culture, et là ça déborde dans l'espace public et ça devient problématique. Voilà. Donc c'est pour ça que les études allemandes sur le terme de nation ne sont pas entièrement à jeter aux chiens, et bien que ça soit l'acception française qui se soit imposée, mais que cette acception française, elle ne peut exister que dans la mesure où il y a quand même une culture commune, comme je l'ai dit, de manière à avoir une loi commune. Hein. Loi, culture, ça va ensemble. Donc on voit bien que l'importance de ça, et rappelle-toi l'émission que nous avons fait avec Fressinger sur la frontière. Sur la frontière. Donc, la frontière est quelque chose de très important parce que elle permet à l'intérieur d'une frontière de développer une expérience particulière, d'être soi. On est nous-mêmes et on apporte notre différence aux autres. C'est le droit à la différence. Hein. Et si tout le monde était pareil, ben, ce serait l'entropie. On a parlé d'entropie et d'enthalpie. Ce serait l'entropie totale. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'évolution. L'évolution se crée avec la différence. Hein. Donc, il y a un droit à la différence de chacun. Soyons français, que les Allemands soient allemands, c'est très bien qu'ils soient allemands, ils font des belles voitures. Voilà. Nous, on fait autre chose. Et donc le capitalisme, lui, il essaye d'avoir un dénominateur commun le plus bas possible. Mais c'est le capitalisme ou c'est l'impérialisme? C'est pareil. C'est pareil. Le capitalisme, l'impérialisme, c'est la suprême du capitalisme. Hein. L'impérialisme, c'est le capitalisme qui va au bout de sa logique. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le communisme? Avant qu'on invente le communisme. Comment le système il pouvait se définir? Avant qu'on invente? Avant qu'on invente le communisme. D'ailleurs, c'est les capitalistes qui ont inventé le communisme, souvent on dit, mais bon. Mais le communisme, avant qu'on invente les notions de communisme, de socialisme, c'est-à-dire avant le 19e siècle, comment est-ce qu'on définit le système économique dans lequel on vit? Autrement par ces notions de capitaliste et communiste. On a fait une émission ici sur l'émergence du capitalisme. Du capitalisme à partir des banques du XIIIe et du XIVe siècle. Tout à fait. Donc à partir du XIVe siècle, c'est fini. C'est le capitalisme qui est naissant en fait. Voilà, c'est partout, c'est le capitalisme. C'est tout. Donc voilà, tout est marchand, tout s'achète, tout se vend, il y a spéculation, il y a banque, il y a prêt, il y a... Voilà, on a parlé aussi de l'importance de l'usure dans l'émergence du capitalisme. Voilà. Alors, ça va te plaire, ça.
Bonsoir, monsieur Ménageable. Hugo Chavez avait déclaré en 2006. Jésus avait été le premier socialiste et Judas le premier capitaliste. En parallèle, la Bible, la Torah, le Coran, tous ces écrits religieux sont-ils, dans leur fondement, de gauche, voire d'extrême gauche révolutionnaire? Tu en penses quoi, ça? Les livres abrahamiques qui sont de gauche, on pourrait le définir comme ça? Bon, je sais pas, les termes de gauche et de droite, c'est pas évident, mais là c'est compliqué parce qu'on va parler de ces problèmes de religion et dans toutes les religions. C'est mêlé à la nation, ça aussi. Ils font exactement l'inverse de ce que. Alors moi j'ai une question qui me fait penser justement, qui découle de sa question. Est-ce que la religion fait partie de la structure nationale, c'est-à-dire de ce qui fait le fondement de la nation? Par exemple, quand on parle de la France, est-ce qu'on peut dire que le catholicisme, que la chrétienté, c'est un fondement de la nation française? La chrétienté peut-être, mais pas le catholicisme, puisque la France, on a eu des guerres de religion terribles, il y a eu la Réforme, les Français se sont entretués d'une façon terrifiante pendant très longtemps. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fondement catholique à la nation française, finalement? Par exemple, regarde, on parlait de culture tout à l'heure, on fait le lien entre culture et loi. Quand on pense à la culture française, moi je pense à un aspect, par exemple, de cette culture qui est, tu sais, le fait qu'on rejette les gens de riches, enfin on n'aime pas trop montrer son argent, c'est pas très bien vu. Ça, c'est très catholique, oui, bien sûr. Voilà, donc ça veut dire que est-ce qu'il n'y a pas une imbrication quand même justement entre culture, religion? La culture, on en a souvent parlé ici, ce sont des adjonctions, si tu veux, successives. C'est un peu comme des tuiles d'un toit qui évoluent, mais qui sont toujours les unes sur les autres. Donc tous les éléments du passé, tous les éléments culturels du passé, donc évidemment la religion catholique, elle joue, mais avant la religion catholique, il y a aussi les religions païennes. Il faut bien pas oublier que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'Église ramait sec pour éliminer le paganisme qui était fort présent. Mais bon, bien évidemment, si tu veux, tu ne peux pas nier le passé. Non, bien sûr. Non, je te dis ça parce que... Nier le passé, c'est se relier peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette notion de catholicisme n'est peut-être pas aussi importante, c'est vrai, pour la définition que se donnent les Français dans leur esprit, là, aujourd'hui en 2016, mais en 1715 ou même en 1633, voilà, enfin, je fais exprès de prendre des dates comme ça au hasard dans ce passé-là, c'était quelque chose de fondamental d'être catholique dans la définition du français. Oui, encore que je répète que une grande partie des Français au XVIe et XVIIe siècle étaient protestants, une très grande partie, et que le protestantisme suit une autre voie, donc c'est les bourgeois, c'est plutôt le mercantilisme, etc., et qu'il a été extrêmement important. C'est à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV qu'il y a eu un effondrement économique en France, parce que les tenants de l'économie française étaient souvent protestants, et ils ont dû s'enfuir en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Hollande, si tu veux. Mais par exemple, donc, le protestantisme était très très enraciné en France, mais il a été éradiqué manu militari. Ce qui me fait penser à ça, c'est parce que, par exemple, je sais que pendant la colonisation française de l'Amérique, sous Richelieu, ils ont passé un édit qui disait qu'en fait, les tribus amérindiennes pouvaient devenir françaises si elles se convertissaient au catholicisme. Oui. C'était la seule condition qu'on leur imposait. Oui, mais bien sûr, bien sûr. On leur demandait... D'ailleurs, ce qui quelque part, présage de ce que sera la France, puisque avant même la Révolution française, en fait, on envisage que des Français puissent être... on n'est pas dans une définition ethnique. C'est ça que... Voilà. Alors, donc, définitivement, je le dis à tous nos amis, tous les apports culturels depuis même des milliers d'années ont été formateurs de notre idéologie, de notre façon de voir et de notre façon de parler.
Donc c'est tout, c'est définitif. Tu peux pas le nier. On ne naît pas de zéro, si tu veux. Hein. On ne naît pas ex nihilo. Bon, alors donc, bien évidemment que la religion catholique, elle a joué, mais elle a joué pas que pour nous. Elle a été aussi fondatrice pour d'autres peuples européens, comme l'Italie, l'Espagne, des pays extrêmement plus catholiques que nous, même. Hein. Ouais. Que la caractéristique de la France, c'est d'être le pays le plus athée du monde. Donc, aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Comment on passe d'un pays très catholique à un pays athée? T'as une autre émission? Ouais. Moi, j'ai une petite idée. T'as une autre émission? Ça ferait effectivement. Non, mais il y a des raisons, si tu veux. La France, voilà. La caractéristique, il y a une idéologie française, j'ai beaucoup appris sur l'idéologie française. L'idéologie française est très prégnante dans le monde, elle a beaucoup apporté au monde. Les Chinois appellent la France le pays de la méthode et de la loi, si tu veux. Bon, donc l'idéologie française s'est confortée avec la méthode et la loi, avec... On va dire, moi je parle souvent d'Abélard, qui est le début de tout ça, et de la scolastique au Moyen-Âge. Il ne faut pas oublier que Paris, c'était un centre culturel extraordinaire. Il y avait des collèges partout, il y avait des étudiants partout. Toute l'Europe venait étudier à Paris, venait étudier Aristote, avec Abélard, avec la philosophie d'Averroès, etc. Et donc Abélard a défini une philosophie qu'on a appelée la scolastique, et que la scolastique a été plagiée totalement par Descartes. Tu lis le discours de la méthode, tu lis Sic et Non de Descartes, plagié complètement. Hein. Il a recopié. Et donc l'idéologie française est née sous cet aspect de disséquer les choses. Alors c'est quoi cette philosophie fondamentale, cette méthode? C'est celle de diviser. Quand tu as un gros problème, tu le divises en problèmes les plus simples à résoudre. Donc en France est née la pensée scientifique et la pensée d'économique et la recherche de quelque chose. Bon. Et donc, il est bien évident que la pensée scientifique s'est toujours opposée à l'Église. C'est un fait, c'est comme ça. C'est opposé mécaniquement à l'Église. Puis, après Descartes, qui a marqué l'idéologie française, il y a eu Montesquieu, avec l'esprit des lois. Si tu veux, c'est le premier qui a défini un État... Qu'est-ce que c'est qu'un État moderne? Un État moderne, ce sont des lois. Ce sont des lois qui font que on arrive à vivre ensemble, si tu veux. Voilà. Hein. Et puis, sur ces idées-là, donc, il y a eu la Révolution française, mais si on reparle des Lumières, mais il n'y a pas que la France, les Lumières, c'est surtout en Angleterre qu'elles ont eu lieu, parce que c'est là où, finalement, le cartésianisme a proliféré, et que il y a eu Newton, il y a eu Leibniz, il y a eu des tonnes de grands chercheurs en Angleterre, et que la recherche scientifique, finalement, elle s'est opposée à l'Église, qui a essayé de le freiner. Bon, voilà, c'est venu comme ça, quoi, si tu veux. C'est venu comme ça, bon, c'est tout. Voilà, moi je suis athée, bon, j'ai rien contre les gens, contre les croyants, mais tu me feras pas admettre qu'il existe un bon Dieu, quoi. Alors, non, je me dis ça. Alors, communauté de langue, de culture et d'histoire, nation unique, c'est du patriotisme totalitaire. L'entité, c'est la famille, puis vient le clan et l'ethnie. La nation est une création artificielle non propre à l'homme. Tu vois, alors ça, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec la définition de la nation, oui, qui dit que pour lui, sa définition vient, voilà, il te dit patriotisme, homme, voilà, famille, etc., quoi. Patriotisme, ça ramène à la nation, à la patrie. La patrie, c'est la nation. Notre patrie, c'est notre communauté politique. Ouais, communauté politique. C'est une communauté élargie, on va dire. Oui, c'est une communauté politique. La patrie, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Je vois pas, hein. Alors, on me dit, pour Jean-Pierre Chevènement et certains socialistes, l'idée de nation est née à gauche. C'est une idée révolutionnaire très largement jacobine liée à la citoyenneté, à l'idée de démocratie.
Voilà, C'est- il répète ouais. ce que je dis. Ouais, bon, il demande si Donc, tu c'est étais pas la d'accord. peine. Ouais, il C'est pas la il peine. demandait ton avis à ce sujet. Non, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, on me Il dit... y a une Ouais. idée de la nation de gauche, hein, puisque je disais, quand j'étais au Parti communiste, c'était très prégnant à cette époque-là. Voilà. Et puis maintenant, la nation est un peu moins de gauche, on va Voilà, dire. voilà. Alors, on me dit bonsoir, monsieur Benajam. Monsieur Benajam a fait un parallèle entre la genèse du nationalisme allemand et l'apparition du sionisme au XIXe siècle. Est-ce qu'il pourrait développer un peu sur ce sujet? Sûr. Le fait que tu aies fait un parallèle entre la naissance de la notion du nationalisme allemand et le sionisme. Oui. Alors, effectivement, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit qu'ils naissent en même temps. Et ils naissent sur des notions plus qu'ethniques. On va parler des notions racistes. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, cette période, c'est le début du racisme scientifique, des théories de Gobineau. Gobineau, voilà. Et on donc, commence à vouloir différencier les races. Ça n'existait pas. Au Moyen-Âge, un noir qui était chrétien, il était exactement comme un blanc. Donc il n'y avait pas du tout de ces notions de race. Et que c'est dans un pseudo-scientisme qui apparaît au XIXe siècle qu'on a commencé à vouloir différencier et essayer de trouver des races chez les humains alors qu'elles n'existent pas. parce qu'on voulait expliquer en fait de façon scientifique l'écart technologique qui existait entre les civilisations et ainsi aussi, qu'est-ce qu'il n'y avait pas un projet quand même, quelque part, insidieux de justifier la colonisation Aussi, européenne, bien sûr, puisque bien sûr. comme ça on se donnait des bons arguments scientifiques en disant mais de toute façon nous sommes supérieurs scientifiques. On n'a presque pas le choix de vous coloniser puisqu'on est supérieur génétiquement quoi. En gros. Alors le nationalisme juif de Herzl, qui est d'ailleurs, il n'était pas en Allemagne, non, il était ukrainien, Ouais. je sais plus, mais en tout cas il y a un parallélisme entre le sionisme et le nationalisme allemand, quoi. Ouais. Et ils sont frères et sœurs, donc ils sont tous les deux fondés sur la race, la pseudo-race. La pseudo-race. Hein, Oui, parce que le sionisme se fonde sur une race un peu imaginaire. Une Alors, race les imaginaire, Allemands, est-ce ouais. que, aussi, c'est pas lié, aussi, parce que chaque peuple a son histoire, Oui. les Allemands, qui, on le sait très bien, les Germains n'ont pas été conquis par les Romains, hein, contrairement à nous. Enfin, il y a eu Ouais, enfin une partie. une a été petite conquise, partie, oui, du sud au sud, oui. sud du Rhin, le sud Oui, du Danube, oui. on va dire, Oui, hein, bien puisque sûr. c'était la frontière Non, romaine, ouais, non, mais le t'as Rhin et le raison. Danube. Donc, quand même, une grande partie de l'Allemagne n'a pas été sous l'influence romaine. Les Allemands, dans leur mythologie, quand on s'y intéresse, on voit qu'il y a une... Alors, ils se prévalent d'un lien, les fameux Ariens, des grands peuples blonds aux yeux bleus venus du Nord, ce que t'expliquais d'ailleurs, t'en as un petit peu brièvement tout à l'heure, on en a parlé quand on voyait la carte là avec les occupations des peuples. Et ben, est-ce que peut-être c'est pour ça que c'est dans leur mythologie, c'est inscrit dans leur culture, de se dire on a une forme de, j'ai envie de dire, je suis désolé, un peuple supérieur parce qu'on arrive, on a entre guillemets, ils ont, regarde, toi-même tu nous l'as dit, ils ont viré les Celtes qui étaient dans le Nord pour prendre leur place. Les Romains ils viennent, ils les dégagent, les machins ils viennent. Enfin, tu vois, il y a une espèce de sentiment de supériorité un peu de dire, attendez, les autres ils étaient là, on les a dégagés, les Romains ils ont venu bon je résume, ils ont voulu venir nous tester, on les a renvoyés de l'autre côté du fleuve, d'ailleurs ils sont jamais revenus, parce que je crois bien que même dans l'histoire des conquêtes romaines, historiquement, je crois que c'est la première défaite vraiment romaine. Une vraie, voilà, ils n'ont pas connu de défaite. Dans la forêt, là. La forêt de Teutobourg, hein, c'est ça. C'est une défaite avec, romaine. comment il s'appelle ce chef germain Arminius. Arminius, voilà. où il y a, maintenant, il y a sa statue. Il y a sa statue, voilà. À Berlin, une statue. Oui, il y a un aspect mythologique avec Siegfried. Siegfried Kampf gegen den Drachen, j'ai appris ça à l'école. Voilà. Donc eux, Et ils n'ont pas ce même lien quand même justement déjà aussi dans l'histoire. C'est ça que je veux dire culturellement. Oui, bien sûr. C'est très différent de la France. Bien sûr. Si ça lie à cette histoire et d'Arien, etc. Enfin, parce que tout ça, comme on a dit tout à l'heure, que les cultures s'empilent comme des millefeuilles, cette histoire s'est empilée dans la culture allemande aussi de la même façon. Quoi. Exactement. Ouais, c'est tout à fait vrai. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, tout à l'heure on en parlait, on a évoqué, tu me disais que justement les Américains... Alors,
Les Anglais, d'abord, qui ont une notion de nation alors, complètement différente, qui n'est ni les Allemands ni les Français. C'est une notion un peu particulière, parce que, alors c'est vrai, tu m'as fait remarquer, tu m'as dit, mais regarde, ils ont leur nation déjà. Alors, la nation écossaise, la nation... C'est déjà... Non, ils se rapprochent plus de la notion allemande que de la notion française. Que française, oui. Tout donc, à fait, d'abord, c'est pas un État-nation. D'abord, on ne sait même pas comment que ça s'appelle. C'est pour ça que c'est le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni, donc est-ce qu'il y a des Royaumes-Uniens? Il n'y a pas de Royaume-Unien, donc on ne sait pas comment ils s'appellent. Et donc, c'est comme les États-Unis, on ne sait pas comment ils s'appellent. Eux, ils s'appellent Américains, les Royaumes-Uniens s'appellent Anglais ou Britanniques, mais la Grande-Bretagne ne comprend pas l'Irlande du Nord. La Grande-Bretagne ne comprend pas l'Irlande du Nord. Pour ceux qui ne sont pas anglais. Parce que va pas dire à un Écossais qu'il est anglais, il va te reprendre. Ah bah non, voilà. Et donc, pour les Anglo-Saxons, la nation, c'est dégueulasse. Voilà. La nation, c'est dégueulasse, mais quand même en sous-main, ils disent, nous, les Anglo-Saxons, on a été désignés par Dieu pour gouverner le monde. Ça, ils le disent tranquillement. Hein. Mais c'est juste pour eux. Mais pour les autres, non, c'est des fascistes, c'est nazis, c'est des boches, le nationalisme, c'est dégueulasse. Voilà un peu. C'est vrai qu'ils n'ont pas... Sauf nous, nous on a le droit de dominer le monde. Ils ont quand même, que ce soit les Anglo-Saxons, et particulièrement justement les Britanniques, mais bon, c'est la même chose en Allemagne et finalement aux États-Unis, avec une notion de pouvoir local très fort, très puissant, et contre un État central qui, lui, au contraire, est presque impuissant, si j'ose dire. Oui, en tout cas, on cherche à limiter son pouvoir constamment. Alors que nous, on fonctionne quasiment à l'inverse. On a un État central hyper fort et des pouvoirs locaux, justement, qu'on cherche à dégager. Enfin, l'Union européenne, c'est un peu différent aujourd'hui, mais ce qui a été le sens de l'histoire, ça a toujours été ça. L'idée d'État-nation est née en France, hein, c'est le premier. L'État-nation, État-nation, c'est chez nous, en premier, quoi. Hein, eux, ils trouvent ça un peu effrayant. Ils ne l'ont pas encore, l'État-nation. Eux, ils trouvent ça limite effrayant. Eux, l'État-nation, c'est fasciste. Oui, parce que j'ai le sentiment que eux, dans leur conception de nation, il y a cette notion du local aussi présent, mais même chez nos amis suisses, hein, c'est un peu ça aussi, puisque avec leur canton, ça ressemble un peu au Länder, c'est-à-dire cette espèce de petite communauté. Alors, justement, la Suisse est intéressante, parce que voilà le prototype d'un État civil qui n'a rien à voir avec l'ethnie. Puisqu'en Suisse, il y a des ethnies différentes, et donc les cantons suisses sont complètement différents, et les cantons suisses ont décidé, pour raison purement politique, de s'associer. Pure raison purement politique. C'est la première, d'ailleurs, même avant la France. La Suisse, avant la France, c'est quand même le prototype de gens qui se disent politiquement s'associent, bien que nous n'ayons pas du tout la même culture, la même histoire. On n'a rien en commun, puisque les Suisses francophones descendent des Bourguignons, et puis les Suisses germanophones des Alamans. Donc, deux tribus germaniques, mais les Bourguignons ont rapidement abandonné la langue germanique. Ils ont pris le français. Les Burgondes, on va dire les Burgondes. Voilà, ils ont rapidement parlé le latin ou les langues romanes, et tandis que les Alamans ont gardé la langue germanique. Et que tu vois la différence, les cantons, entre les cantons francophones et anglophones, c'est exactement le point de contact entre les Alamans et les Burgondes. Et les Burgondes, voilà. Exactement. Et ce qu'il va faire en plus après, parce que l'un va être sous l'influence empire saint-romain germanique et l'autre, évidemment, l'influence française, donc on a exactement la fracture, quoi. Exactement la fracture. Donc, voilà les différentes notions de nation, et donc dans lequel aujourd'hui, on va oublier ces connards d'anglo-saxons, puisqu'ils ne veulent pas en entendre parler, tout en disant que nous, on est les maîtres, si tu veux. Mais il faut aussi parler des cultures, comme tu l'as dit, des cultures, des religions, des habitudes, et des mythes. Des mythes qui se sont formés, alors même si les mythes sont des mythes, même si c'est des conneries... C'est quoi d'ailleurs les grands mythes fondateurs pour les Anglais, par exemple, vite fait, c'est quoi leurs grands mythes fondateurs, les Anglais, les Britanniques? Ils ont brûlé Jeanne d'Arc, j'en sais rien. Non, parce que pour les Américains, c'est facile, guerre de sécession, guerre d'indépendance... Les Anglais, ils ont leur gros problème, parce que c'est des faux Français. Ah, donc ils veulent pas en parler de leur mythe fondateur, à la limite. Je comprends. S'ils commencent avec qu'ils oublient un peu, d'accord. On va oublier. Alors, ils préfèrent parler de Robin des Bois et des Saxons, mais bon,
toute leur noblesse est descendante des Normands et des Angevins. Hein, il y a des Anglais qui viennent en pèlerinage à l'abbaye de Fontevraud, là où était enterré Richard Cœur de Lion. Enfin, on a renvoyé le corps il n'y a pas longtemps aux Anglais, mais il y a toujours Aliénor d'Aquitaine. Alors, Aliénor d'Aquitaine, reine d'Angleterre, est-ce que c'est une reine d'Angleterre? Elle qui est sur son gisant, elle qui a inventé le Finamore, est purement occitan, purement français. Enfin, tu vois, Aliénor d'Aquitaine, elle a suscité Chrétien de Troyes et les romans à la mode de Bretagne qu'elle a ramenés d'Angleterre. Tu vois, donc Aliénor d'Aquitaine, c'est un point extrêmement important dans la culture française. Et pourtant, c'est bien leur reine d'Angleterre, tu vois. Bon, alors les Anglais, ils sont quand même emmerdés. Ouais, donc leur mythe fondateur, on préfère... Ils préfèrent pas en parler, et parler de mondialisme. Hein. Voilà, puis leur langue, c'est quoi? C'est 60% de français, donc... qu'est-ce que je te dise? Ils parlent autant de français, pas autant que nous, mais voilà, il y a 6000 mots, ouais. Il y a 6000 mots identiques, même orthographe, même signification. Ouais, voilà. Donc, en plus, vraiment, quand on analyse en plus on va dire la façon dont les deux pays, par exemple la France et l'Angleterre, ont mené leur politique coloniale au XIXe siècle, on voit bien que les Anglais, ils sont allés dans plein de contrées, ils ont à chaque fois, on va dire, plus ou moins conservé les systèmes en place qui étaient présents. Voilà, s'il y avait des royaumes, il y avait des machins, on s'arrangeait, comme la conquête de l'Inde s'est fait avec les Maharajas, on sait très bien. Voilà, ils ont conservé un peu les systèmes en place, en essayant de faire un truc un peu autonome, mais en gardant la main, enfin voilà. Alors que la France, elle avait le côté... on va coloniser pour faire des nouveaux Français. Hein, par exemple, même quand on lit souvent... Nos ancêtres, les Gaulois... Voilà, on lit Jules Ferry. Pour moi, il y a deux niveaux de lecture, bien sûr, mais il y a deux niveaux de lecture. Par exemple, quand on lit Jules Ferry qui parle, le fameux passage qui fait polémique sur la colonisation, il faut que nous allions civiliser le monde et ses peuples inférieurs, etc., etc., chose qui a fait scandale. Mais quand on lit un deuxième niveau de lecture de ça, pour moi, si je projette un peu justement ce qu'est la pensée française, avec tout ce qu'on vient de dire justement sur la nation, finalement, il projetait de dire que ces Africains-là allaient devenir français, en fait. Il le pensait vraiment, sauf que la façon dont il a exprimé au 19e siècle, avec les mots « oui, mais on va civiliser les peuples inférieurs, puis un jour, ils seront comme nous ». Mais bon, c'est très mal pris aujourd'hui dans notre monde de 2016. Mais finalement, si on repart à un deuxième niveau de lecture, c'était cet esprit-là de la France, de dire, on va tous... Voilà, c'était la continuité de cet universalisme français total. Tandis que les Anglais, les Anglais s'en foutaient complètement. Mais non, mais aberrant de prendre un nègre et de le faire devenir anglais. Pour eux, ça n'a aucun... D'ailleurs, quelle horreur. D'ailleurs, c'est marrant parce que la politique de la France dans ces pays-là, ça a été de développer la langue française, ce qui d'ailleurs aujourd'hui fait que le français est une des langues les plus parlées au monde, parce qu'on a développé le français. Parler sénégalais, énormément en Afrique. Voilà. Mais non, mais en fait, déjà, le français est développé vraiment. Alors que les Anglais, bon, c'est vrai qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de le faire, parce que la culture anglophone est tellement... Mais ils n'ont pas eu ce souci de dire, oui, il va falloir qu'ils parlent tous anglais. Ils sont moqués un peu. D'ailleurs, aujourd'hui, on va en Inde, vous allez voir, la plupart des Indiens, ils parlent même pas anglais. Alors d'aujourd'hui, donc après un siècle de colonisation britannique... moi, j'ai l'habitude à Dubaï de parler l'anglais avec des Indiens. J'ai du mal à m'y faire, parce que ça fait glou, 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 comme ça. Tu comprends que là... Bon, allez, encore des questions. Allez, les dernières. Alors, on me dit, est-ce que c'est Napoléon qui a créé le Code civil ? Est-ce que c'est Napoléon qui a créé le Code civil en France ? Oui. Oui, ok. Alors, on me dit, j'habite le trou du cul de la France, et j'ai vu Nuit debout que par le net. Mais il m'a semblé que les grands absents étaient ceux qui luttent contre le système depuis longtemps, dont vous faites partie. Est-ce une impression ?
Ne serait-il pas plus utile d'accompagner ce genre de mouvement pour utiliser leurs moyens techniques médiatiques tout en délivrant un message, ne serait-ce que pour empêcher certains novices de prendre un mauvais chemin dans le changement qui s'annonce. C'est l'arrière-goût que va laisser mai 68 avec Cohn-Bendit et d'autres gens. Bah, moi, j'ai envie de dire... Il y a Sylvain Baron. Sylvain Baron, il y va, il se mange des coups de couteau. Bon, on peut généraliser le processus, mais je crois pas que ça va servir à quelque chose. Non, j'ai dit à Sylvain, j'ai dit, bon, je vais venir avec toi un jour, mais moi, j'ai des problèmes de guibole, je marche plus bien. Bon, il était tout seul. Tu vois, s'il fallait cavaler, ça aurait été dur pour moi, quoi. Ouais. Bon, je l'ai laissé, le pauvre Sylvain. Mais bon, il s'est fait virer plusieurs fois, faut dire qu'il est retourné. Hein. Non, mais c'est Sylvain Baron. Non, il voulait pas de courageux. nous. Il voulait pas de nous. Ah, ils on veulent l'a pas de nous, ça, expliqué. c'est sûr. On l'a expliqué pourquoi. Non, mais ça, il a compris. Mais, ils voulaient pas de nous. ils veulent pas de nous. Je crois pas qu'on va insister. Vous savez, quand vous êtes chez quelqu'un... Enfin, c'est non. pas chez quelqu'un, le pire, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est accaparé quelque chose. Vous avez normalement le droit de revendiquer aussi la même chose, d'être au moins là, votre présence, on vous le refuse parce que vous avez compris. Et franchement, on n'a pas envie de se prendre des coups de couteau. Non, on va éviter, quoi. On va éviter. Hein, si, pour la bataille finale, alors. Alors, on me dit aussi... ne pensez-vous pas que... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Pensez-vous, que cela est normal de trouver des antifas comme des soraliens dans une convergence des luttes? Est-ce que l'on peut être nationaliste pour l'économie et mondialiste pour la protection et l'amour de notre terre, l'écologie? Et pour finir, ce n'est pas la base de la démocratie de côtoyer et affronter les avis différents. Changeons de paradigme, s'il vous plaît, gauche-droite. Voilà, lui demande, est-ce qu'on pourrait être un peu patriote, mais un peu mondialiste sur d'autres sujets? En particulier, il a cité l'écologie. C'est vrai qu'il y a des sujets, on va pas se leurrer, qui concernent toute la planète. Quand on parle d'environnement, on comprend bien que si moi, ma centrale nucléaire, elle explose, frontière, pas frontière, c'est pour tout le monde. Une frontière, comme le disait merveilleusement Fressinger dans son livre, de la frontière doit être poreuse. Elle est poreuse. Si elle est étanche, on n'a pas d'apport. Il faut qu'on ait des apports, il faut qu'on ait des échanges. Mais pour avoir des échanges avec d'autres, il faut qu'on existe. Voilà. Si tu n'existes plus, tu n'as pas d'échange. Hein, d'où la nécessité de la frontière, quoi. Hein, que les États doivent avoir des échanges les uns avec les autres, mais qui restent des États et que chacun sa culture. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, ça fonctionnerait beaucoup mieux, parce que dans l'Union européenne, on sait très bien, on a mis des États qui n'ont même pas envie ni de collaborer, ils sont obligés d'y être. Déjà, ça n'a jamais fonctionné. Mais si on prend des pays, puis on est tous motivés pour aller dans le même sens, on se réunit, on ira tous dans le même sens, puisqu'on est tous motivés de base pour y aller. Donc, finalement, les projets internationaux, ça peut fonctionner. Mais sûr. Si il y a une volonté politique à chaque fois des pays de le faire et qu'il n'y ait pas de contraintes, et ceux qui ne veulent pas le faire, qu'ils ne le fassent pas. Comme ça, il n'y a pas de contraintes. Évidemment. Voilà. Donc, je voudrais dire quand même nettement pour que on me dise pas ce que j'ai pas voulu dire. Donc, j'admets tout à fait l'apport culturel de l'Église catholique en France. Ça, c'est clair, tu vois. Je voudrais pas qu'on me dise. Sinon tu vas te faire paraître les catholiques sur le dos. Je l'admets parfaitement. D'ailleurs, je passe souvent mon temps dans la basilique Saint-Denis. On a beaucoup parlé de Saint-Denis. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Et j'aime bien aussi discerner dans le catholicisme les religions païennes d'avant, parce que c'est facile à trouver. Ouais, mais ils admettent pas trop les catholiques, hein. Ça c'est votre truc. Écoute, dès que tu leur parles religion païenne, oui mais non. Ils aiment pas. Moi j'aime bien tout le monde et j'aime bien tous les apports culturels de mon pays. Mais on va dire que c'est un gros agrégat quand même, la religion catholique, ça a quand même marqué la France, je veux dire. Si je sors dans la rue, très honnêtement... Oui, mais la religion catholique a eu un avantage. Oui. C'est contrairement à l'islam et au judaïsme, la religion catholique a été très peu dogmatique. Elle a toujours rapidement admis ce qu'elle interdisait avant.
si tu veux. Elle s'adapte. Déjà, au départ, c'est quoi le catholicisme? C'est quand même un syncrétisme entre les religions précédentes et le judaïsme. Le judaïsme. Hein, donc c'est la On va dire un judaïsme plus cool, quoi. Inventé par la catholicisme était inventé par Saint Paul, complètement, il l'a inventé. Hein, non mais tout à fait. On va dire un judaïsme plus cool, c'est ça. Voilà, mais même il restait plus grand chose du judaïsme. Oui, puisqu'on a arrêté la circoncision, on a arrêté le porc, on a arrêté tout ce qui dérangeait. Et puis les saints, donc on a pris les anciens dieux, on a fait des saints. On en a fait des saints, voilà. On a pris les anciennes fêtes païennes, on a fait des fêtes chrétiennes. Ils ont du mal à admettre ça, les catholiques. Par exemple, les équinoxes, ça correspond souvent. Ce pauvre abbé Suger, enfin ce grand homme, l'abbé Suger, qui a géré la France, qui est quand même fils de paysan, il a passé sa vie à transformer les mythes païens en mythes chrétiens. Hein. On a parlé ici de la Christa et puis de la fleur de lys. Voilà, et puis Saint-Denis qui était tout atiste, tout ça, c'était bon, très intéressant. voilà, donc tout ça, ça fait partie, le paganisme aussi fait partie de notre culture, il ne faut pas l'oublier. Non plus les druides et Toutatis, voilà. Alors, tiens, question. On lui dit, Monsieur Benajam, vous parlez de vos combats sur les multiples fronts du capital qui sont tout à votre honneur. Mais vous dites autant que l'ennemi, c'est le camp de la droite. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, que feriez-vous si la droite disparaissait soudainement? Quel camp dénonceriez-vous ensuite? Est-ce que le jeu de la politique et des clivages n'est pas superflu dans le vrai combat, justement? Oui, t'as pas tout à fait. J'ai dit le contraire. T'as dit qu'il n'y avait plus que les nationalistes qui étaient à droite, et justement, il n'y avait plus de nationalistes à gauche. Aujourd'hui, je n'ai que des amis de droite et d'extrême droite. Voilà, exactement. Il a dit exactement l'inverse. Les gens de droite sont restés nationalistes et défendent la nation, alors que les gens de gauche, ils ont peur. Ils ont peur. Non mais il s'appelle Silence Radio, faut remonter le son de la télé, Silence Radio. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas entendu. Non, j'ai dit le contraire. Hein, donc, voilà. Alors, on me dit quoi? Que pense notre invité de l'immigration massive? Oula. Bon, comme tout le monde, là, tu peux répondre. Ouais, non mais c'est... Surtout cette immigration-là, des migrants, on voit bien que c'est... Elle est faite pour nous casser. Elle est faite pour nous casser. Il n'y a rien de naturel là-dedans. En fait, moi, ce qui me dérange le plus dans cette affaire, c'est que quand tu critiques, en fait, en disant « Mais attendez, ces phénomènes-là sont pas naturels », on t'en prend tout de suite à l'émotion. Oui, mais ce sont des gens en détresse qu'il faut aider. Parce qu'il n'y a que ça comme argument. C'est l'humanité, voilà. Et en plus, si tu ne les accueilles pas, on voudrait te retirer ta qualité d'être humain. Tu n'es pas un être humain. Donc, piège à con. C'est un piège à con, hein, cette affaire. Voilà. C'est un piège à con. Et les Allemands, ils sont tombés dedans. Pourquoi l'Allemagne, on lui a demandé de se soumettre à ce point-là ? Parce qu'ils ont les Allemands ont des complexes à cause de la dernière oui, parce que les Allemands ne pourront pas critiquer. C'est pour ça qu'on leur a balancé tous les... Parce que les Allemands... Allemands... vous êtes nazis. Si voilà, les Allemands ont été castrés depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire, intellectuellement, on va dire, vous savez, moralement plutôt. Dès qu'ils critiquent ces questions-là, alors là-bas en Allemagne, c'est très tabou. Comme en Autriche, je connais bien l'Autriche, c'est très, très, très tabou. Ils ont été niqués, ces pauvres Allemands. Parce qu'on ne peut pas parler de ces questions-là, là-bas. Le fait, par exemple, en Allemagne, de dire oui, je suis contre les migrants, ça y est, c'est une minute 38, on y retourne. Par les migrants, et même ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a des femmes violées par les migrants, le lendemain, les autorités allemandes, le mot d'ordre, pas d'amalgame. Attention, pas d'amalgame. C'est tout ce qu'ils trouvent à dire. Ils n'ont pas un mot pour les victimes, ils n'ont pas un mot... c'est là où la France va reprendre le flambeau et va essayer On a toujours eu une intelligence politique en France. Il faut dire que cette foutue gauche de merde, elle a réussi à tuer tout le ressort politique du peuple français et toute sa clairvoyance historique du peuple français. Voilà, il faut la reprendre, cette clairvoyance du peuple français, tuée par cette foutue gauche de merde. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut la reprendre. Hein, cette clairvoyance. Donc c'est ça, alors... Et à bas le politiquement correct, soyons nous-mêmes, et quand nous serons nous-mêmes, nous pourrons offrir au monde, et nous soyons nous-mêmes sans être contre les autres. On n'est pas contre les autres. Moi j'aime bien qu'un Allemand soit allemand, et qu'un Anglais soit anglais, chez lui. Et alors en conclusion, moi je dirais donc, en France,
ce qui pourrait être un facteur, en tout cas, de déblocage d'une situation, c'est quand il y aura finalement cette véritable convergence des luttes. Véritable convergence des luttes entre les mouvements dits nationalistes, hein, parce que, évidemment, je dis nationalistes parce que, non pas nationalistes dans le sens où qui est entendu aujourd'hui comme un horrible Hitler, etc., et les mouvements dits contestataires, évidemment, qui sont dans la rue souvent tous ces gens qui expriment leur mécontentement et qui... Ils ont pertinemment raison qu'ils ne sont pas contents d'une situation. Il faudrait casser ce que malheureusement a reproduit De Gaulle, une idée stupide qui a prétendu que le patriotisme c'est l'amour de soi et le nationalisme c'est la haine des autres. Ça c'est des conneries. Franchement, je ne sais pas qui c'est qui a sorti ça. Il paraît que c'est De Gaulle aussi, qui l'avait repris. De Gaulle qui a repris de je ne sais pas qui. Mais donc, il faut reprendre ce terme de nationalisme, parce qu'on parle bien des nationalismes d'autres Algériens. Oui, parce qu'il ne dérange jamais quand c'est les autres, le nationalisme. Mais c'est que le drapeau français qui dérange. Les autres drapeaux ne dérangent pas, les autres causes. Par exemple, des gens se battent dans la rue pour que les Palestiniens aient une nation, donc pour le nationalisme palestinien. En revanche, pour qu'on défende un nationalisme français, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, question... réhabilitons la nation, et ce sera peut-être une des clés. Merci Alain, je pense, merci à la régie, Steph, Alain, merci au modérateur, merci aux métanotes. On répondra plus aux questions, c'est la fin, c'est terminé. Donc merci beaucoup. Tu vois, il y en a qui me disent vraiment encore, je suis d'accord, il a raison, entre l'opposition entre nation et patrie, c'est bidon, tu vois, ils sont d'accord avec toi. Donc, merci, de toute façon, c'est un débat qui va continuer. La nation, c'est pas fini. C'est peut-être même, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et c'est normal, parce que vous êtes On va enfoncer le clou ici. Enfonçons le clou, parce qu'on est en France. Et si vous écoutez ce message, c'est forcément que vous êtes la résistance. Ciao, 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 camarades.